Est-ce que, avec cette question des concessions territoriales qui sont actuellement posées et négociées, on assiste à un moment clé dans ce conflit? On se fait une carte ? Allez-y. Allez, on y va. J'ai tout est de savoir où elle va apparaître. Mais si vous voulez, le fond de l'affaire, la voici. Le fond de l'affaire, c'est que vous voyez ces territoires en couleur bistre sur l'est, le sud-est, disons, la façade sud-est du pays. Ce sont des territoires qui sont soit pour certains occupés par les Russes, soit revendiqués par les Russes. Bon. Il y a le Donbass, entre autres, mais qu'est-ce que la valeur de cette région a d'aussi importante aux yeux de Poutine pour qu'il soit à même de déclencher une guerre qui a bientôt 4 ans, qui fait les ravages que l'on sait? Pas grand-chose, en fait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tous ces territoires que vous voyez ici, et il y a les questions dans l'accord et dans ce que les Ukrainiens concèdent, il est question de créer une zone démilitarisée de part et d'autre, en gros, de ce qui est blanc et de ce qui est bistre, pour qu'il y ait au moins un respect des accords. Ça signifie que pour les Russes, il y a quelque chose d'inacceptable, c'est-à-dire que l'on place des soldats étrangers, c'est-à-dire européens de l'Ouest, pour justement vérifier la conformité des comportements des uns et des autres aux accords conclus. Bon. Qu'est-ce qu'il y a finalement d'important dans cette affaire? C'est que d'abord, il y a des territoires qui sont en droit international, et là ça concerne toute cette zone qui est donc en couleur orangée, ça veut dire que ce droit international ne reconnaît pas cette prise de territoire par les Russes. C'est une annexion totalement illégale. Bien, la concession des Ukrainiens consiste à dire, on peut organiser une supervision d'un cessez-le-feu grâce à une ligne de démarcation. Les Ukrainiens reconnaissent d'ailleurs que un certain nombre de territoires seront sous occupation russe. Mais au moins ça a un avantage, c'est de prendre du temps, de reculer dans le temps, et puis de dire aux autres, on va voir, est-ce que les Russes vont accepter ça? Est-ce qu'ils veulent vraiment la paix comme certains le disent? Bon, la réponse on la connaît. Mais de la part des Ukrainiens, c'est un jeu qui doit permettre à la conscience, on va dire, mondiale, de prendre précisément la mesure des bonnes volontés russes. Les Ukrainiens qui sont, Gauthier Rybinski, sous intense pression américaine, la Maison-Blanche dit en substance, nous, on veut que ça se termine et très très vite, même si personne ne dit concrètement comment. Oui, alors la Maison-Blanche et Donald Trump sont un peu comme ces ministres de l'Intérieur, que ce soit en France ou ailleurs, qui veulent faire du chiffre. Alors on multiplie les arrestations, on multiplie les contrôles, et puis on dit à la fin, voilà, on a réussi ça et ça. Non, regardez la manière dont Donald Trump se vante d'avoir résolu un certain nombre de conflits. Oui, non, c'est quand même ridicule. On pense à la Thaïlande, par exemple. Alors on pense à la Thaïlande, on pense à la République démocratique du Congo. À chaque fois, ce sont des accords à la va-vite. Et puis, le lendemain, une semaine après, les combats éclatent à nouveau. Et là, Trump dit, mais moi, j'ai fait mon boulot. Si les protagonistes sont suffisamment idiots pour recommencer à se battre, c'est pas de ma faute. Et là, ce que Trump perçoit, c'est que dans le prolongement, ou plutôt dans la prolongation de ces négociations, d'ailleurs, il le dit, j'en ai assez de négociations, il y a un risque parce que, au fond, les Ukrainiens, à chaque fois, disent « Mais oui, très bien, Trump a raison, allons-y, suivons le bon exemple, et nous voulons la paix. » Et il s'agit de démontrer que les autres ne veulent pas la paix. Gauthier, et les Européens, dans tout cela, ils semblent tout faire pour se rendre incontournables dans cette tractation, sans succès notable pour l'instant? Écoutez, il y a eu quand même quelque chose qui a redoré un peu le blason des Européens, c'est quand la Maison-Blanche a produit le plan en 28 points et qu'un certain nombre de choses ont été freinées, au minimum freinées, par l'action de l'Europe sur notamment un certain nombre de points qui concernaient notamment l'impunité accordée éventuelle à ceux qui se seraient rendus coupables de crimes de guerre. C'est pas complètement inutile, simplement l'Europe, elle court après elle-même, elle court après son temps, parce que, au fond, et c'est là la faute originelle, depuis 25 ans que Vladimir Poutine est au pouvoir,
beaucoup d'Européens et de responsables européens n'ont pas voulu voir, je dis bien n'ont pas voulu voir ce que ce régime était en réalité, parce qu'il était impensable dans la cosmogonie européenne de voir un pays, fût-ce la Russie ex-Union soviétique, qui déclenche une guerre. Non pas une annexion comme elle a pu le faire avec l'Afghanistan, des choses qui étaient certes connues, mais qui pouvaient éventuellement ressortir des zones d'influence. Là, il s'agit de sortir de la zone d'influence et de dire maintenant c'est à nous. Et ça, les Européens n'ont pas voulu le voir et certains ne veulent toujours pas le voir. Et c'est la raison pour laquelle l'Union est toujours à la... Comment on dit? Oui, à la course, elle essaye elle essaye de rattraper le propre temps pour se montrer valable et valide. Bon, le problème aussi, c'est que dans un rapport de force militaire, l'Europe actuellement ne fait pas encore ou ne fait pas le poids.